Le déclencheur, c'est de m'intéresser à la psychogénéalogie. Ça, c'était donc, disons que j'étais déjà un peu en fin de carrière, on va dire. Et puis, j'ai commencé à interroger ma mère, hein. C'était après le décès de mon père, avant le décès de ma mère, donc dans les années 2013-2014. Je me suis dit, il faut commencer à poser des questions. Et voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je l'interrogeais sur les petites anecdotes, comment elle avait vécu son enfance, voilà. Et puis sur des photos, c'était qui, voilà. Puis, surtout, ce qui m'intéressait, c'était l'enfance de ma mère, finalement. Enfin, et puis l'histoire, comment elle avait rencontré mon père, tu vois, des choses qu'on ne parle pas forcément au quotidien. Et aussi, ma mère conservait dans une belle boîte les cartes postales et les lettres de son père, qui s'appelle Gabriel Dubois, de la guerre 14-18. Et j'avais commencé, parce que j'avais peur, c'était écrit peut-être des fois avec du crayon de papier ou des choses comme ça, et je disais à maman, ça va peut-être disparaître, ça va s'effacer. Et j'avais commencé à écrire, hein, à les recopier. J'avais commencé à les recopier déjà, pour pas que ça se perde, c'est tout. Je n'avais pas l'idée de ce que j'allais faire après. Puis après, j'étais envahie par l'aspect professionnel, donc j'ai arrêté. Mais dès que j'étais à la retraite, j'ai repris mon ouvrage. Voilà. Donc mon grand-père, Gabriel, donc j'ai lu toute sa correspondance, hein, mais aussi il y avait des cartes qu'il recevait, qu'il avait gardées. Pas beaucoup, mais il y en avait. Et donc il avait un frère aussi à la guerre. Et donc, j'ai commencé par l'histoire un petit peu de la ferme, brièvement. Et voilà, mon grand-père, il est là. Son frère, il est mort tout de suite à la guerre. Et la ferme où ils habitaient. Voilà. Donc, et après, j'ai fait par année, en resituant les cartes postales dans le contexte international ou national. Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Voilà. Et puis, donc ça, c'est les fiches militaires. Et on trouve des petits détails. Par exemple, je n'avais jamais remarqué que mon grand-père, il avait un doigt, une phalange ankylosée. Des petits détails, la couleur des cheveux, tout ça. Et puis, avant la guerre, donc, voilà, tout ce qui est... Ça, c'est les correspondances qu'ils ont fait avec leurs copains. Et après, ça m'a intéressée quand ils recevaient des cartes, soit des cousins, soit des copains. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont été blessés? Quand ils sont revenus, ils se sont mariés avec qui? Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Quel métier ils faisaient? Moi, ça m'intéressait. Je n'avais pas dit à ma mère que je ferais un recueil, mais je voulais conserver. Moi, quand je lis ces cartes, j'ai l'impression de l'entendre, puisque je le connaissais. Il est mort, en 68 et j'avais 14 ans. Voilà. Donc, il nous parlait souvent de la guerre. Et quand je lis ces cartes, j'ai l'impression de l'entendre. Il y a ces expressions, voilà. Et ces expressions, c'est... il avait un vocabulaire assez fréquent, parce qu'il était... je le remarque encore plus dans ses lettres. C'était soit c'est rigolo, soit c'est pas rigolo. Alors... voilà, par exemple, on a de la boue dans les tranchées jusqu'aux genoux. Il dit pas c'est horrible, il dit c'est pas rigolo. Voilà. Ou alors, tout était épatant. Hein, le major, il est épatant. Les avoines qu'il voit, ou les blés, parce qu'il faisait attention aux cultures, parce qu'il était agriculteur. Ah ben, les avoines, c'est épatant. Hein. Ah, elles sont épatantes. Tout était... Alors j'ai fait un récapitulatif, et le nombre de fois où il dit épatant, ou le nombre de fois où il dit c'est rigolo ou pas rigolo. Voilà. J'ai reconstitué tous les lieux sur Google Maps, puisque je fais partie d'une association Lila, qui est ces réseaux échange de savoir. Je demandais s'il y avait quelqu'un qui était un peu qualifié, parce que moi je ne le suis pas, comment retraduire dans une carte toutes ces étapes. Donc j'étais aidée par Olivier Guinet, avec son outil informatique, il a pu refaire l'itinéraire et le redessiner. Voilà. À partir de ce que je lui ai donné, à la fois des dates et des lieux. Le recueil est jalonné de photos que j'ai prises en disant, voilà, maintenant en couleur, photos en couleur, au jour d'aujourd'hui, voilà comment c'est.
Alors moi, j'ai l'impression d'être Sherlock Holmes, hein, tu vois? Tu trouves un truc, puis après tu te poses une question: «Mais comment il est arrivé là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec qui?» Voilà, après tu tires le fil, donc tu vas chercher, mais après le multiple, internet, après c'est Gallica, la presse, qui est numérisée, tu trouves des articles, une petite histoire de la famille, tu savais même pas qu'il s'était passé un accident à tel endroit, quoi, hein? Voilà, c'est alors voilà, c'est bien. Quand j'étais jeune, j'ai découvert un petit peu la généalogie, l'histoire, j'avais 13 ans. J'avais un professeur qui m'a vraiment poussé à fond dans l'histoire, parce qu'il voyait que ça m'intéressait. Et j'ai découvert la généalogie par l'histoire, parce que je me suis amusé à faire déjà la généalogie des rois de France, à 13 ans. Mais moi, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est les personnes qui ont un parcours particulier. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment emballé. Donc j'en ai fait quelques-uns et où je me suis plongé à fond là-dedans, quoi. Alors je peux en donner quelques exemples. Alors donc il y en a un que j'ai appelé le secret de Rosalie. Rosalie qui était une arrière-arrière-grand-mère, qui est une personne qui a eu un parcours un petit peu particulier, à savoir qu'elle s'est mariée très jeune, elle avait 19 ans. Elle s'est mariée avec son vrai nom de famille. Quand le premier enfant est né, il y avait donc son nom à elle et le nom de son mari, parce qu'elle s'était mariée. Et tout de suite après, un deuxième enfant. Le deuxième enfant a eu son nom à elle, qui avait changé entre-temps, parce qu'elle s'était mariée une deuxième fois. Et il a fallu reconstituer donc toute son histoire à elle. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à une mairie, ça se passe dans le sud de la France, qui m'a fait voir des documents de justice, parce que tout a été traité par la justice ensuite. Il a fallu rectifier tous les actes. Donc ça a été un travail énorme. J'ai eu la chance donc de rencontrer cette personne-là qui m'a aidé à fond. Parce que j'avais beaucoup de mal à la retrouver, étant donné qu'elle vivait même pas sous le nom de son mari, hein, sous le nom du mari de sa mère, quoi, donc de son beau-père, quoi. Donc tout était faux. Et il a fallu tout rectifier, même les enfants, pour arriver à les retrouver. Elle a eu 7 enfants, et les 7 enfants, il a fallu rectifier tous les actes, et chaque enfant était né dans une commune différente. Ça m'a pris un an. Donc au bout d'un an, bon, je crois que j'avais fait le tour de l'opération, quoi. Pour les recherches, Pour les recherches. la mise en page. Non, la mise en page, c'est en plus, hein. La mise en page, bon, j'ai cherché parce que c'était mon premier livret. Donc j'ai cherché un petit format qui corresponde à peu près, comme c'est quand même modeste. Donc j'ai cherché le format qui convenait. Il a fallu chercher les images, une typographie qui aille à peu près, qui soit pas trop moderne, quoi. Il faut pousser les gens, quoi, à faire des petits, parce que ça va rester, quoi, quand même, ces documents-là. Bon, ça a une valeur sentimentale, quoi. C'est tout, quoi, familiale, quoi. Mais ça permet quand même aux gens de connaître un petit peu leurs origines, quoi. Et ce qui me rend fier aussi, c'est de voir l'évolution de ces gens qui sont partis de rien, qui étaient vraiment... il y en a certains vraiment des pauvres gens, et puis qui ont réussi à s'élever dans la société. Et ça me touche, là. Donc c'est les autres. C'est les autres, oui. Les autres, oui. Ce que j'ai constaté, c'est que je me mets à la généalogie sur des incitations variées. Enfin, je me plonge sur le sujet, dans le sujet, sur des incitations variées, c'est-à-dire, ça a été la visite lors des Journées du patrimoine des archives de Paris, de la Seine, autrefois de la Seine, de Paris, qui était en 2008, je pense, en constitution. Enfin, toutes les archives avaient été mises sur fiche. Et là, en allant visiter, en un après-midi, j'ai découvert toute la filiation de
de cette arrière-grand-mère nivernaise. Donc là, ça a été une grosse émotion. Et voilà. Aussi, quand il m'arrive, et là j'en fais beaucoup, de faire du rangement, j'ai trouvé un grand portrait de cet arrière-grand-père nivernais. Et du coup, je me suis amusée à faire un peu le parcours de ma mère en constituant un album photographique pour retracer un peu l'histoire de la famille que j'ai diffusé donc à mes petits cousins qui ont été extrêmement contents, oui, d'avoir un document avec une histoire à côté, quoi. L'an dernier, donc, à partir d'une discussion d'un voisin de mon père, donc on se met à discuter des enfants assistés dans la Nièvre, et en l'aidant à rechercher sa mère dans un village du Morvan, je m'aperçois de l'importance considérable des enfants parisiens, et je découvre ce sujet que je connaissais pas tant que ça, quoi, des enfants assistés dans la Nièvre. Et je retrace aussi un peu le parcours de cette grand-mère, donc depuis ses 5 ans. Je sais qu'elle est née à Paris, à l'hôpital Cochin, et à 5 ans, elle est dans la Nièvre. Bon, je sais toujours pas ce qui se passe entre sa naissance et ses 5 ans. Donc l'été dernier aussi, je redécouvre cette affaire des enfants assistés, de l'importance de ce phénomène historique, social dans le département de la Nièvre. Et effectivement, je ne situais pas cette arrière-grand-mère comme enfant assisté, a priori. Je n'avais pas cette information. Je ne savais pas comment elle était arrivée dans la Nièvre. Et c'est juste l'été dernier que j'ai véritablement identifié sur les recensements qu'elle avait été enfant assisté. Et donc j'ai récapitulé un peu l'histoire des enfants assistés, et donc découvert aussi ce film réalisé dans la Nièvre sur toutes les histoires, donc tout le parcours de ces enfants au XIXe siècle. L'intérêt, je trouve, pour n'importe quel ancêtre, c'est de le resituer dans une histoire collective. Donc là, cette arrière-grand-mère, dont l'histoire de toutes ces cohortes d'enfants qui ont été placés, voilà, mais j'aimerais faire la même chose pour ce grand-père militaire dans l'histoire collective, dans l'histoire des campagnes françaises. Ça se passe au début du siècle, quoi. Donc ça, c'est intéressant, de voir comment chaque famille est impactée quand même aussi par l'histoire collective. Alors, pour partager, tout généalogiste a quelque part l'idée de « je vais écrire un livre, faut que je le mette sur papier ». Et ainsi de suite, et ça peut durer 10, 15, 20, 30. En fait, on va dire que à 99,9, on ne le fait jamais. On ne le fait jamais sans avoir une bonne occasion. Je pensais à des exemples que j'ai rencontrés dans notre cercle de généalogie des Lilas, mais en ce qui me concerne, il y a une excellente occasion qui m'est tombée sur le coin de la figure à la fin de l'année dernière. C'était ma fille, ma fille aînée, la plus âgée des deux, qui, début décembre, m'a dit « Pour Noël, ce serait bien que tu me fasses un cadeau d'un genre un peu particulier. J'aimerais bien que tu nous écrives l'histoire de ta famille. » En voilà une belle demande. En voilà une belle demande à double titre. Le premier, c'est que j'en avais envie, bien sûr, quelque part. Et le second, c'est que quelqu'un s'y intéresse. Donc j'avais trouvé l'occasion. Bon, quant au timing, c'était quand même un petit peu juste pour Noël de demander ça dans les premiers jours du mois de décembre. Donc je lui ai dit que c'était une grande faveur qu'elle me faisait, que oui, je le ferais,
Par contre, pour Noël, c'était un peu court, donc elle me dit alors, pour mon anniversaire, c'était en mai. J'ai dit oui, dans le genre, on ne peut pas répondre autrement. Son anniversaire a passé, nous sommes en septembre, et ça n'est toujours pas écrit. Par contre, j'ai progressé. C'est-à-dire que l'idée a fait son chemin, et je ne suis pas en train d'écrire un livre, je suis en train de collecter une somme de souvenirs. Il se trouve que les outils modernes, les outils informatiques permettent beaucoup de choses, et je me suis conçu, ça n'existe pas, ou alors je l'ignore, je me suis conçu un petit site internet où sur le principe technique du journal ou des posts sur un site, j'ai placé différents points de souvenirs de mon enfance, de ma jeunesse, ou des choses dont j'ai entendu parler ou que je connais un peu plus précisément de ma famille. Et j'ai créé un post par souvenir qui me revenait en mémoire. À vrai dire, c'est extrêmement récent puisque ça date de 15 jours, cette solution technique. Pour l'instant, c'est un site qui n'est visible que par moi, donc c'est un outil de travail. C'est conçu pour être comme ça, c'est-à-dire que chaque post a un titre. Classiquement, c'est le vélo, c'est mes collections, c'est la guerre de mon père. Les sujets sont dénommés, un post est créé, et maintenant je n'ai qu'à le reprendre quand l'envie ou l'idée me vient. Je n'ai qu'à reprendre chaque post pour écrire dedans, commencer à raconter. Et c'est un processus qui peut s'enrichir, c'est-à-dire que ce sont des posts qu'on peut reprendre. C'est ça le principe du site par rapport à un forum. Je peux reprendre chaque texte que j'aurai écrit et l'enrichir au fur et à mesure. Et jusqu'au jour où je lui dirai, bon voilà, c'est pas encore fini, mais j'ai quelque chose pour toi. Concernant mes recherches et les personnes sur lesquelles je me suis attardé, je dirais que ce qui me semble naturel, c'est ceux qui nous résistent. Et parmi ceux qui me résistent, c'est tout simplement mon grand-père paternel, qui est arrivé des Pays-Bas dans les années 1880. Il est né en 1878. Et la vie étant ce qu'elle est, et on ne va pas juger, surtout pas a posteriori avec aussi peu de détails, ils ont divorcé en 1920 et il a disparu. Et je le cherche encore. Pour moi, je ne suis pas fier à proprement parler de ce que j'ai pu trouver. Je suis très très content, par contre, très très content de reconstituer une espèce de famille de papier. Puisque sans cousin-cousine, la famille était réduite à un noyau très restreint. Et c'est ainsi que j'ai pu me reconstituer, oui, une famille. Pour ma famille paternelle, j'ai 491 personnes. Celui de la famille de mon mari, avec 415 personnes. Mais c'est souvent en ligne directe. Je n'ai pas beaucoup pris les frères et sœurs, parce que je n'ai pas eu le courage de me lancer. Le troisième, c'est celui de mon gendre, avec 111 personnes. Mais là, je ne vais pas progresser en nombre de personnes, parce que ses ancêtres étaient esclaves. Donc, qui dit esclave, l'affranchissement n'a eu lieu qu'à partir de 1838-1848. Et là, j'ai donc, avec les archives d'outre-mer, pu avoir des renseignements sur les esclaves, parce qu'un couple de généalogistes a recensé tous les esclaves et a fait des rapprochements entre esclaves, parce qu'on arrive très difficilement à savoir qui est le père, la mère. Souvent, il n'y a pas de père.
Et les noms des esclaves, c'est essentiellement que des prénoms. Et il y a eu 60 000 affranchissements en 1848. Ils ont été inscrits sur des registres spéciaux d'affranchissement, mais avec très peu de renseignements. Alors je le prends par un bout et l'autre bout est déjà assez loin. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer autre chose, qui soit plus consultable. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai appelé ça portrait de famille. Alors ça résume le panorama qu'on vient de montrer. Et pour permettre aux personnes de lire plus facilement et de se rendre compte de l'état civil des ancêtres déjà. Parce que je me suis quand même servi de génétique, parce qu'il propose des statistiques sur les lieux de vie, sur les professions, sur les noms, sur les prénoms. Et je me suis servi de ces statistiques pour faire ce cahier portrait de famille. Alors, j'ai fait un avant-propos pour expliquer ce que ce livre, enfin ce que ce cahier plutôt, allait raconter. J'ai fait ça sur des feuilles amovibles parce que j'enlève le feuillet et je peux le remettre à jour. Comme ça, je peux le refaire. Le compléter. Alors là, ce sont les lieux de vie. Et là, c'est Généatique qui m'a sorti les lieux de vie. Tout ça, c'est dans le nord de la France. On voit d'où vous venez. Oui. Oui, parce qu'arrivé à un moment, on va s'apercevoir que je viens de Gand. Alors, bon. Alors là, c'est Dunkerque. Alors là, Dunkerque, j'ai pu retrouver des textes à Gallica sur certaines personnes de ma famille, dont un maçon qui a fait des travaux à Dunkerque, ainsi qu'un autre aïeul qui était piqueur du roi au moment de Vauban, de la construction des fortifications de Vauban. Et ce texte, je l'ai retrouvé chez Gallica. Alors la Rimemont, c'est un lieu de vie, c'est là où je suis née. Et j'ai des très bons souvenirs de mon enfance. D'ailleurs, j'en ai fait un livre. Et après, c'est surtout, il y avait une statue sur la place en face de la mairie. Et moi, je me demandais toujours qui était Condorcet. Il a fallu des années après pour savoir qui était Condorcet. Et je me suis aperçue que c'était un monsieur vraiment très bien. Et puis très actuel. Tout ce que j'ai fait, mes recherches, c'est essentiellement pour laisser une trace. Mais enfin, je m'intéresse aux arbres des autres. J'ai aidé quelques personnes. Donc c'est une autre histoire. Alors, la recherche, c'est une chose, mais le plaisir, c'est dans la trouvaille. Et alors, le type de frein, la frustration, c'est par exemple les documents que lâchent un peu les archives avec les fameuses restrictions, les 75 ans ou les 100 ans. Bon. Donc, on est demandeur et si on veut vraiment avoir la réponse, il faut se déplacer. Moi, je veux bien y aller en Ardèche, mais bon, si c'est pour passer mon temps dans une bibliothèque, je vois pas vraiment l'intérêt d'aller dans un si beau pays. Donc l'Internet, moi, ça me suffit, et je suis suffisamment patient pour attendre que les réponses arrivent d'elles-mêmes sur Internet. C'est savoir jusqu'où on peut aller, ce qu'on va trouver, c'est exponentiel parce qu'en fait, plus on cherche, plus on gratte et plus on trouve. Et pour une réponse, on trouve 3 autres questions. Je veux dire, on n'arrête plus. Moi, je regrette de ne pas être éternel parce que donc je transmettrai quelque chose, j'espère, de classé à quelqu'un qui veuille bien prendre la suite. Mais bon, c'est fou, quoi. Une fois qu'on est là-dedans, alors. Il y a 2 choses. Si vous n'avez pas de temps, ce n'est pas la peine. Ne mettez pas le doigt dedans.
c'est trop prenant, je veux dire. C'est trop. Pour matérialiser un peu ces histoires d'arbres, parce que tout ça, c'est de la théorie. Et puis, si vous n'avez pas un grand plancher chez vous, vous ne pouvez pas voir l'arbre en entier. Donc, j'ai commencé quelque chose que tout le monde connaît, enfin, sur un support que tout le monde a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé une représentation d'une petite partie d'une branche qui me touche. Je sais pas. Non, oui, c'est la mienne. Donc, ça, c'est le côté, côté folklorique. Mais bon. Donc, le pliage a été pensé. Le support est assez facile à trouver. Je ne ferai pas de publicité. Alors ça se présente comme ça en fait. Donc c'est un montage qui peut évoluer, hein, aussi bien dans la descendance que dans l'ascendance. Il peut évoluer dans les fratries, parce que les fratries en fait sont parties dans les différentes... oui, bah celle-là, bah, pour l'instant, il est unique. Parce que même avec des écrits anciens, vous avez des noms qui sont mal écrits ou mal formés ou illisibles. Et vous arrivez à trouver par une certaine... C'est presque de la musique, en fait. Par les ondulations des noms, vous arrivez à retrouver la compagne. Non, mais c'est assez folklorique. Non, mais je rigole pas. Je rigole pas parce qu'il y a des choses, c'est vraiment de la devinette. C'est du jeu, c'est presque du jeu de pendule. Ah oui, c'est... Donc en fait, on peut aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Et donc, c'est un support qui permet, dans une réunion familiale, à chacun de tripoter et de voir lui-même sa propre généalogie, de faire sa photo, et tout le monde est content. Je veux dire, bon, parce qu'on peut sortir un extrait comme ça d'une page de renseignement, mais je veux dire, ça parle pas du tout. Ça parle pas du tout, parce qu'on est limité aux parents. Alors que là, on a toute la chaîne. Je veux dire, c'est conseil d'anciens. Bon, alors déjà le tableau de bord, enfin le carnet de bord. Hein, c'est premier truc. Deuxième truc, quelque chose qui ne s'efface pas dans le temps, enfin pas trop vite. Ensuite, chaque chose que vous trouvez, mettez la source, datez. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Si vous avez une insomnie, alors ça c'est génial. Ça c'est génial, une insomnie, alors là vous la passez en... Ah c'est le remède à l'insomnie. Bon, on pourrait en parler des heures. Alors c'est le problème de la généalogie, c'est que d'un ancien timide, vous avez un type qu'on ne peut plus arrêter. Voilà.